Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un livre que j'ai acheté il y a bien longtemps, mais qui concernait donc Star Trek Next Generation, donc la série, et qui avait été publié pour les 10 ans. En fait, apparemment de la série. Donc j'imagine que c'est sorti en 97, puisque la série date de 87, s'est arrêtée 7 ans plus tard. Voilà, je pense que c'est ça, on verra ça tout à l'heure. C'est un bouquin qui fait partie des ouvrages où j'ai puisé en fait mes connaissances autour de Star Trek, hein, très clairement. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un revival, si j'ose dire, pour ma part, autour de Star Trek au milieu des années 90. Je me suis acheté toutes les cassettes pâles que je pouvais pour redécouvrir ou découvrir des épisodes de Next Generation que j'avais loupé. J'ai suivi du coup presque en direct Deep Space Nine puis Voyager. Voilà, c'était nécessaire pour moi de me renseigner, d'avoir tous les bouquins que je pouvais trouver, et je me les suis fournis. À l'époque, c'était à Virgin, donc sur les Champs-Élysées à Paris, et voilà, ce bouquin faisait partie des achats que j'avais fait là-bas. Donc il s'agit donc du livre The Continuing Mission, donc en référence avec l'introduction du générique de la série, puisque l'Enterprise, contrairement à l'Enterprise de Kirk, l'Enterprise D est en mission continuelle, voilà, pas une mission seulement de 5 ans. Et comme vous voyez déjà, la couverture envoie du lourd, hein. Une très belle photo de Patrick Stewart, qui joue donc le Captain Picard, Getz McFadden qui joue le Dr Crusher, et Brent Spinner qui joue Data. Voilà. Donc, voyons déjà ce que ça donne derrière. On a le reste de l'équipage, hein, évidemment. LeVar Burton qui joue Geordi LaForge, Jonathan Frakes qui joue William Riker, Michael Dorn qui joue Worf, et Marina Sirtis qui joue donc le conseiller Troy, Deanna Troi. Et je vois donc au bas de la dernière de couverture qu'effectivement le livre date de 1997, donc c'est pour les 10 ans du début de la série à la télévision. On va voir d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Alors, deux petites précisions avant d'ouvrir le livre. Bien évidemment, je profite de l'actualité de la sortie de Star Trek Picard sur Amazon pour revenir un petit peu sur Star Trek Next Generation. Je pense que ça peut intéresser les gens. Et puis, en plus, c'est rigolo de voir ce bouquin qui était sorti pile poil aussi pour la sortie du premier film Next Generation. En fait, il y en avait un premier avant, mais qui faisait la liaison entre justement l'équipe de Kirk et l'équipe de Picard, qui était donc Generations, qui je crois date de 94, je sais plus. Et donc en 97 sortait en France le film First Contact, qui était d'ailleurs réalisé par Jonathan Frakes, qui est donc William Riker. Et bon, ça fait revenir en moi pas mal de souvenirs. Et ce livre qui a quand même 23 ans m'a apporté quand même énormément. Du coup, c'est... Voilà, je cherchais le prix, il est là. En fait, il était vendu à 35 $. En fait, je sais plus du tout à combien je l'ai acheté en francs, mais j'imagine qu'en euros, ça devait être proche des 40. Donc, déjà, vous voyez, on est en plein dans le thème, je vous disais, hein, First Contact. Image de l'Enterprise E. Ici, image reprenant justement Picard qui a été borgisé. Donc vu les décors et les costumes derrière, on voit très clairement qu'il s'agit là encore du film First Contact. Donc Rick Berman, celui qui justement a clairement pris en charge ce projet fou qui était de lancer Next Generation à la télévision avec Gene Roddenberry. Donc, intro avec 100 ans de Star Trek, la revanche de Roddenberry, qui
qui justement, comme je vous l'ai certainement déjà précisé, n'avait pas pu faire de suite à Star Trek des années 60 et donc du coup devait en fait sortir une nouvelle série dans les années 70. Ça a été remplacé par des films. En 79, en fait, le premier film a été fait sur ce qui avait déjà été pensé, étudié et même construit pour faire Star Trek Phase 2. Et donc, c'est une série de films qui est arrivée, et pas forcément avec le concours de Gene Roddenberry, qui a dû lutter quand même pour avoir son mot à dire sur ces projets-là. Ça lui échappait un petit peu des mains, et donc du coup, 10 ans plus tard, un peu moins de 10 ans plus tard, pouvoir sortir une nouvelle série qui du coup n'avait rien à voir avec Kirk, mais était une nouvelle équipe, c'était effectivement une belle revanche. Donc là, ça je vous ai déjà présenté ce genre de choses. Les premiers designs, les premières études d'Andrew Probert pour l'Enterprise D. Ici, donc, encore un autre dessin, apparemment de 86. Et là, une première maquette, et là surtout l'idée que la soucoupe devait se séparer. Enfin évidemment ça raconte plein d'autres choses, mais que ça débute carrément avec la construction, le design de l'Enterprise D, moi ça me remplit d'aise, parce que bien évidemment il y a beaucoup de choses sur les acteurs, sur les décors, sur les costumes, etc. Mais vous me connaissez maintenant, bien évidemment moi j'ai quand même un petit faible pour les vaisseaux spatiaux, il paraît. Et vous voyez comment donc l'Enterprise D a été conçue par ILM, donc la boîte de George Lucas. Bon, d'ailleurs que là l'image était mise à l'envers, hein. Vous voyez que c'était quand même assez énorme et que pour tout cela tienne, notamment la soucoupe, il avait été nécessaire de remplir tout cela de mousse. Mais sinon c'était donc la soucoupe était en fibre de verre, qui permettait d'éclairer simplement et facilement les différents hublots. Et après c'était un gros travail de peinture, et vous voyez déjà la taille du machin. Et voilà. Donc c'était énorme. C'est pour ça d'ailleurs que quelques années plus tard, ils ont fait appel donc à l'équipe de Greg Jane pour concevoir des maquettes un petit peu plus petites, un petit peu plus faciles à filmer. Ce qui a permis de faire de nouvelles scènes et de faire des choses de façon un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile et moins cher surtout. J'adore ces dessins là de Probert. Admirez quand même les perspectives, les détails, le trait, impeccable. Ah, et petit détail, une partie du décor pour l'endroit où sont téléportés les personnages a été réutilisée pour les plots de téléportation de Next Generation, et il me semble que ça a été repris aussi pour Voyager. Les premiers croquis pour les costumes, ça aussi il me semble que je vous avais déjà montré ça dans un précédent bouquin. Les premiers croquis aussi pour les armes, celle-là reste quand même la plus sympathique, les autres ressemblaient à des accessoires de salle de bain. Les tricorders à l'ancienne, qui étaient designés par Hua Chang, et là le design définitif. Je vous ai présenté d'ailleurs les objets de ce type là de Star Trek. J'ai des jouets Playmates qui étaient pas mal du tout, et je vous mets un lien ici pour que vous voyez ce que ça donne. Les insignes et les com badges surtout. Voilà, différents accessoires, les workbees, les navettes qui étaient de formes très diverses. Celle-là est assez tout en courbe en fait, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient très carrés et plus faciles entre guillemets à faire. Et là c'est les débuts avec les vieux costumes qui ne plaisaient pas du tout aux acteurs. Là les décors à l'ancienne, j'allais dire, pour Encounter at Farpoint. J'ai revu les épisodes il n'y a pas très longtemps.
Sincèrement, l'épisode pilote, il est décousu comme jamais. Ça m'a fait plaisir de revoir les épisodes. Je me suis forcé en fait à refaire Next Generation, j'en suis à la saison 5 là, dans l'ordre, avec des coffrets DVD. Et même si j'avais déjà ces épisodes à disposition sur Netflix, souvent je me disais non, celui-là c'est pas la peine, celui-là je me rappelle à peine, ça paraît intéressant. J'avais revu quelques épisodes, mais pas dans l'ordre. Là je me suis forcé de revoir dans l'ordre et c'est parfait. Pour qui veut ensuite voir la série Picard, il y a des tas de choses que vous noterez qui étaient déjà sous-jacentes et qui étaient déjà là dans la série en 87, en 88, en 89, voilà. Là j'en suis logiquement en 92 et c'est juste génial de voir ça. Picard est une série vraiment très bien renseignée. Donc là, les maquillages pas toujours très réussis, mais là c'est pas mal. Avec les designs de Probert toujours. La passerelle. Les Ferengi qui sont passés d'une race extrêmement violente et guerrière qui devait remplacer les Klingons à une race simplement commerçante et sans vraiment de morale. Du moins on le croit au début. Et bon, finalement ils sont passés à autre chose, notamment dans Deep Space Nine, et tant mieux. Là c'est marrant, il écrit le café des artistes, le menu. Ils ont écrit des trucs en français, il n'y a pas d'accent. Le vaisseau romulien, ça aussi je vous en avais parlé. Ça c'était le design de départ, ils ont simplement retourné le vaisseau. Effectivement il fait extrêmement agressif de cette manière là. Et ça c'est un épisode assez gore avec donc une attaque, une invasion alien qui va se résoudre finalement de manière un peu explosive, on va dire. La seconde saison, avec notamment des rencontres, mais dans les studios, entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est un épisode que j'aime bien, qui va trouver donc sa conclusion, je ne sais plus si c'est dans la saison 6 ou 7, donc de Moriarty, qui est un personnage de l'holodeck qui va se retrouver conscient d'être un hologramme, conscient de vivre dans un monde fictif, et qui va rendre les choses un peu difficiles pour l'équipage de l'Enterprise, et notamment des questions de moralité. Est-ce qu'un être fictif qui devient conscient de ce qu'il est un être vivant ou pas? Question qui sera reposée ensuite dans la série Voyager avec le docteur holographique. Là, donc, dans la seconde saison, c'est Dr. Crusher qui est remplacé par Diana Muldaur en tant que Dr. Kate Pulaski, qui avait déjà joué dans la série originale. Et elle est apparue et elle a disparu très rapidement. Voilà. Je n'ai jamais pu m'empêcher de me dire qu'il y avait eu des petits problèmes avec la première saison, notamment que la disparition de deux personnages parmi les principaux. Et c'est juste dommage qu'il ait fallu autant de temps pour que les choses se décantent un petit peu. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que l'éloignement un petit peu de Gene Roddenberry y est pour beaucoup, pour je dirais l'alchimie qui s'est finalement produit entre non seulement les acteurs, mais l'équipe de production, les scénaristes, etc. Apparemment, ils faisaient les choses au fur et à mesure et au jour le jour, quasiment, pour la saison 3, mais finalement, ça donne une série qui est extrêmement vivante, qui est extrêmement poignante aussi, et ils ont trouvé des choses absolument formidables. Ils ne se sont pas laissés démonter comme Data ici. Et voilà. Et puis c'est l'arrivée aussi, mine de rien, de Guinan, joué par Whoopi Goldberg, qui fait partie de ces actrices et de ces acteurs américains, notamment noirs, qui se sont dit, puisqu'il y avait une actrice noire dans la série originale, moi aussi je peux jouer, moi aussi je peux apparaître à la télévision, au cinéma. Voilà, Star Trek a inspiré quand même énormément de personnes au niveau justement de l'évolution, notamment de la société américaine. Hein. Faut quand même bien le reconnaître. Donc là, je sais plus comment on appelle ça en français. Bon, en anglais c'est Ten Forward, et puis voilà.
Hop. Là, beaucoup de design, vous voyez. Ils font ça dans l'ordre. Le cube Borg au début, c'était juste un amas de grappes de maquettes. C'était de grande taille, donc du coup, ça se voit pas trop. Mais quand on voit les images, notamment sur Netflix, qualité Blu-ray, on voit tout de suite tout ça. Et c'est pas très très beau. Heureusement qu'ils ont changé ça pour le film First Contact, parce que sinon ça l'aurait vraiment pas fait. Et puis de costumes qui semblaient faits à partir de tenues de plongée ou quoi. Ils n'étaient pas terribles les Borg au début, très sincèrement. Heureusement ils ont su évoluer, justement. Voilà, le tricorder aussi, les vêtements également. De nouvelles armes. Ah, un excellent épisode avec Q qui a perdu ses pouvoirs. Là, c'est un Nausicaan. Ils sont superbes ces personnages-là. Ils sont responsables d'ailleurs de la perte du cœur de Picard, pour ceux qui ne le sauraient pas. On apprend dans plusieurs épisodes, dont un très important, que Picard a un cœur artificiel et qu'il l'a perdu en se battant contre des Nausicans. Ça, c'est un vaisseau qu'on voit, mais alors, justement, je m'en suis aperçu très souvent dans Star Trek Next Generation. Ils sont supposés être de différentes races à chaque fois. Ils finissent même carrément comme des vaisseaux bajorans. Et ça fait partie des vaisseaux qui ont été fabriqués dans les ateliers de Greg Jane, c'est écrit là. Là, donc la borgisation du Capitaine Picard. Ça, c'est dans un épisode que j'adore, ça aussi je vous en ai déjà parlé, Yesterday Enterprise. Un des meilleurs épisodes de Star Trek Next Generation pour moi, qui voit apparaître l'Enterprise C. Et le retour de Tasha Yar. Ça, c'est donc les Borg qui ont un petit peu évolué aussi. Donc, je ne sais plus si on le voit dans les épisodes avec Locutus, mais j'en doute. Hop. De nouveaux vaisseaux, de nouvelles navettes, de nouvelles armes. Les nouveaux vaisseaux Klingons. La maquette de l'Enterprise C. L'USS Phoenix qui va devenir un Nebula class avec une partie arrière différente. Les vaisseaux donc Cardassian qu'on verra très souvent dans Deep Space Nine, avec là donc une nouvelle version du Galor class. Là, une créature spatiale. L'USS Britain qui est évidemment une version renommée du Reliant. Le Reliant est réutilisé dans Star Trek Next Generation très grand nombre de fois. Contrairement au refit de l'Enterprise, ce que je n'ai jamais compris. Là, encore une fois, de magnifiques maquillages avec ici le Dr Soong, donc le père de Data, qui est joué là aussi par Brent Spiner. Et sinon donc les premières apparitions des Cardassians, avec des costumes qui n'étaient pas terribles, mais le design des personnages était déjà pas mal. Alors voilà, la nouvelle version du Nebula class avec Rick Stenbach qui reprend un peu tout ça avec le Sutherland qu'on voit dans Redemption. Et là, le vaisseau, il est vraiment magnifique. L'arrivée donc de l'enseigne Rowe avec Michel Forbes, que vous aurez peut-être reconnu comme étant donc l'amiral du Pegasus que l'on voit dans Galactica. Hop. Là encore de nouveaux vaisseaux. Là c'est quand même assez encore proche du Reliant, heureusement c'est pas ça. Là ça ressemble quand même vachement aussi au moteur de la navette Vulcaine qu'on voit dans le film de 79. Là une version quand même franchement foutue du Grissom qui est repris dans Hero Warship, un épisode que j'ai vu il n'y a pas très longtemps là, et qu'on reverra justement sous le nom du Pegasus, je crois, dans un épisode de la saison 6 ou 7, You.
Hugh qui est donc joué par Jonathan Del Arco, qui reprend son rôle en ce moment dans la série Picard. Et moi ça m'a fait tout drôle parce que bon, il s'est quand même pris 30 ans dans la gueule, littéralement, mais quand on sait que c'est le même acteur, ça fait chaud au cœur, quoi, de voir que non seulement ils l'ont contacté, il a accepté de rejouer son rôle, mais voilà, Hugh est de retour dans Star Trek, dans la série Star Trek Picard. Là, c'est les modifications qui ont été faites pour donc le Reliant, pour faire une version Soyuz, comme ils disent. Il fait franchement armé, et c'est pour un des épisodes que j'aime le plus aussi, qui s'appelle Cause et effet, où on voit l'Enterprise D se prendre ce vaisseau là dans la tronche et exploser au moins une bonne dizaine de fois. Mais ils sont dans une boucle temporelle, et du coup ils vont trouver une solution, mais on les voit quand même mourir un grand nombre de fois. Là, c'est Famke Janssen qui apparaît dans un épisode, et si vous la reconnaissez pas, en fait c'est Phoenix, hein, en tout cas dans les premiers films X-Men, c'est Jean Grey. Voilà, et là on a les costumes imaginés pour Spock dans les 2 épisodes Unification, où on le voit sur Romulus. Voilà, les histoires avec les Romuliens, ça date pas d'hier. Alors ça, c'est un truc qu'on voit dans un double épisode que j'aime beaucoup, qui est peut-être justement la fin de la 5e saison, début de la 6e, qui s'appelle La Flèche du Temps, Time's Arrow, avec des aliens qui en fait prennent l'énergie vitale des humains pour l'ingurgiter. Voilà, donc c'était assez sympa. Ça, c'est le retour de Scotty, mais dans Next Generation. Il apparaît donc apparemment dans la 6e saison. Il apparaît donc avec un vaisseau qui est en fait la reprise d'une navette qu'on voit, si je ne me trompe pas, à la fin de Star Trek 5, et qui a été modifié pour correspondre à un vaisseau qui est donc l'USS Jenolan. Jenolan. Voilà, ils ont juste rajouté des moteurs comme le Refit, et ça fait un vaisseau, paf, voilà. Superbe épisode d'ailleurs qui s'appelle Relic, et vous voyez qu'ils n'ont quand même pas fait n'importe quoi pour montrer l'accès à ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire qu'il faut imaginer donc qu'une civilisation a réussi à faire une sphère qui entoure un soleil, et imaginez donc une sphère qui est faite sur l'orbite terrestre, et qui est donc de la taille de l'orbite terrestre jusqu'au soleil, qui est quand même énorme. Et donc imaginez un petit peu les possibilités, et donc il tombe sur une sphère de Dyson où c'était justement écrasé le SS Jenolan, et voilà, donc très très bon épisode que je vous conseille. Là, un épisode qui est dirigé par Patrick Stewart, il en a fait plusieurs, avec Data qui pète un peu les plombs, et Worf qui, avec son fils, est coincé dans une reproduction d'un village western avec Dana Troy. Ici, un excellent épisode aussi où Picard est enlevé par les Cardassians pour être interrogé. Là, des séquences de rêve de Data. Et ici, le rappel que l'acteur James Cromwell était déjà apparu plusieurs fois dans Star Trek avant de devenir Jeffran Cochrane dans First Contact. Alors là, c'est rigolo de voir que il y ait plein de choses autour de ce monsieur qui apparemment ressort ou est en train de refabriquer donc un élément de décor de Star Trek. Mais vous voyez qu'il y a Robbie le robot qui est là, et il tient un sac Toys R Us. Donc le développement aussi du monde des Klingons. Là donc une visite assez officielle dans le monde de Star Trek avec le docteur Mae Jemison, qui est une astronaute et qui a pu rencontrer aussi son idole Nichelle Nichols.
lors du tournage de l'épisode. Sinon, là aussi, Jonathan Frakes qui montre l'étendue de son talent en jouant le même personnage mais différemment. Il se rencontre lui-même dans un épisode. De nouveau des Borg. Là, c'était la réutilisation d'une partie de décor. En tout cas, il l'avait fabriqué pour correspondre donc à la passerelle de l'Enterprise des années 60 pour Rolex. Mais ils avaient fabriqué que ça. Et Benjamin, coucou Benjamin, a fait pratiquement la même chose, sauf qu'il n'a pas encore fait ça. Il a fait ça, il a fait ça, et puis au lieu de faire ça, il a fait la console qui est par-ci. Voilà. La 7e saison, donc les Borg ont quand même pas mal évolué. Ça, c'est avec donc le double épisode avec le retour de Lore, donc le frère de Data, qui a repris à son compte les Borg, qui ont réappris à fonctionner individuellement. Et ça se passait plutôt mal. Et du coup, ils deviennent des espèces de pirates qui vont donner un peu de mal à l'équipage de l'Enterprise. Là, c'est Geordi qui va piloter une sonde, un drone en fait, on dirait maintenant. Voilà. Excellent épisode aussi, Parallels, avec plein de Worf différents, de différentes versions, donc des mondes parallèles. Les choses se sont passées différemment. Je ne sais absolument pas ce que ça fout là, ça. Ça, c'est le dernier épisode, donc toutes les bonnes choses ont une fin, avec un Daedalus class qui est en fait l'USS Pasteur. Et là, une nouvelle version de l'Enterprise D avec 3 moteurs, qui est commandée par l'amiral Riker. Les maquis. Et là, ça c'est le film Generations avec l'Enterprise B qui est en fait un Excelsior class. Ça, c'est des scènes qu'on ne voit pas dans le film, et tant mieux, parce que bon, on s'en fiche un peu de savoir que Kirk tient la forme alors que c'est un papy. Bon, ils ont tourné quand même les scènes, mais ça n'apparaît pas dans le film. Donc ça, c'est ce qui reste ensuite des décors de Next Generation à la fin du tournage du film. Ils ont tout détruit. Et ça fait un peu mal quand même. Alors, la famille Duras du côté Klingon est aussi une famille de dur à cuire qu'on va voir assez souvent, et dont l'aventure justement des sœurs Duras, Lursa et Betor, va trouver une fin dans Generation. Et First Contact enfin, avec des Borg revisités, une reine Borg. Et ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment donc des personnages de Voyager et de Deep Space Nine apparaissent quand même dans First Contact. Ces costumes-là, par exemple, ont été réutilisés pour Voyager. Et les Borg, là, c'est carrément des zombies de l'espace. Hein. Voilà. Donc de superbes effets, quand même, quand je pense que ce film, sorti en 97, ça fait bizarre. Ça, c'était des vaisseaux qui ont été fabriqués pour une attraction, on va dire, à Las Vegas. Et voilà. Donc, écoutez, vous en savez un petit peu plus sur cet excellent livre, The Continuing Mission, qui donc traite non seulement de la série Star Trek Next Generation sur ces 7 saisons, mais également du film Generations et First Contact. Voilà, écoutez, une fois de plus, ça fera une vidéo d'à peu près une demi-heure. J'espère cependant que la présentation de ce livre vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas
à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.